Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour les besoins de l'histoire, je vais ici vous faire le décryptage du génocide comparé du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Celui du Rwanda s'est passé en 1994 et celui du Congo s'est passé d'abord en 1998, puis 99 et 2016. Mais au cœur des enjeux, on retrouve toujours la France. Bien entendu, ces génocides sont passés dans les pays euh, d'Afrique francophone, c'est-à-dire de la zone France-Afrique. Et donc, à chaque fois qu'il y avait ce génocide, on retrouvait toujours la France et, et surtout, et notamment, les socialistes. En 1994, au Rwanda, c'était sous la cohabitation, bien sûr, mais c'était Mitterrand qui était le chef des armées de la France. Donc, c'était sous Mitterrand. En 1998 et 99, c'était sous la cohabitation entre Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, Premier ministre donc, du gouvernement. Mais au sein de des intérêts vitaux de la France, et on avait trouvé des gens qui étaient déjà, dans les cas de Rwanda, qui étaient déjà qui étaient déjà impliqués au niveau du génocide rwanda, qu'on les retrouvait aussi dans le gouvernement des socialistes. Mais sachant qu'en 2016, le président socialiste François Hollande était premier secrétaire du Parti socialiste pendant la cohabitation de 1997 à 2002. Et donc vous imaginez que quand on parle des socialistes en France, on pense tout naturellement au génocide en Afrique francophone. Et quant à la droite, c'est toujours les coups d'État ou tout ce que vous connaissez de cette France-Afrique-là. Mesdames, Messieurs, vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances, mais c'est la connaissance qui libère. Donc, je vais ici vous donner quelques éléments par rapport à ce que j'ai vécu ça. Je venais un peu d'arriver en France, en 1994 à peu près, ces années-là, c'était le début de ma vie ici en France. Maintenant, on a vu passer ces génocides au Rwanda, mais ce qui a vraiment fait mal à beaucoup d'Africains. Et nous, Congolais, on oubliait que, bon, 4 ans après, la France allait répéter ce même génocide au Congo-Brazzaville, qui est toujours d'actualité, puisque celui que la France a placé depuis 1997 est toujours là, Monsieur Denis Sassou Nguesso, le plus grand génocidaire d'Afrique francophone actuellement en service. Mesdames, Messieurs, commençons déjà par le Rwanda. C'était le 7 avril 1994. D'abord, il me semble que c'était le président Hutu, Habyarimana, et qui était accompagné de son homologue burundais. Ils étaient partis à un sommet de paix sur la situation du Rwanda, où il y a une majorité Hutu qui était au pouvoir en 1994 et la minorité Tutsi. Et donc, par rapport à cette histoire coloniale belge, ont été souvent des Tutsis comme des rats mutés, donc des vauriens, des cafards. Et donc, on a instrumentalisé cette histoire des, des Tutsis pendant toute la domination Hutu au pouvoir. Partons plus en avant, la minorité Tutsi était valorisée par le colon français, non, colon belge. Oui, avant l'indépendance, la minorité Tutsi était valorisée par le colon belge et la majorité Hutu était dévalorisée. Mais quant à l'indépendance, les Hutus prennent le pouvoir, ils étaient obligés de répondre comme l'histoire se répète, donc ils sont obligés de minimiser, de dramatiser et même d'humilier les Tutsis. Que pendant
la colonisation, vous qui ne sont pas des Bantous, vous êtes venus d'Afrique de l'Est et vous êtes venus s'occuper de nos terres d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir, c'est maintenant notre tour. Donc, ça a duré des années et ce n'est qu'en 1994, l'avion qui devait partir de Kampala au Ouganda, qui était venu à ça, bon, on dit, paraît-on, a été retardé. On ne sait pas pour quelle raison. Et le soir, arrivé à partir de Kampala, au Ouganda, pour... C'est pas loin, hein. Et c'est comme aller de la Belgique à Paris. Donc, et de Bruxelles à Paris, hein. Et donc, bon, ben, l'avion fut attaqué par un missile de type point-point. Et donc, c'est là où commençaient les embrouilles. Donc, avant le 7 avril, le pouvoir c'était aux mains de la majorité Hutu. Et donc là, c'est chamboule. Donc, dès le 7 avril, là où ça commence, les massacres. Le président assassiné et il va se passer 100 jours de massacres. On parle de plus de 800 000 à 1 million de morts. Le problème, c'est que 25 ans après, bon, il y a la guerre des mémoires qui se passe en ce moment et des négationnistes même. D'abord, du côté des minorités Tutsi qui a repris le pouvoir depuis 1994 jusqu'à nos jours. Bon, il me semble que, d'après les informations que nous avions, et donc il me semble que pour avoir vraiment la vraie mémoire, est celle des Tutsis, 100% Tutsis. Même les mélanges Hutu et Tutsi, ça passe pas bien. Or, les Hutus exilés aux Républiques démocratiques du Congo et en Sud-Afrique, n'oublions pas chez moi au Congo-Brazzaville, et notamment au nord du Congo, les Hutus, et donc ils disent non, c'est pas vrai. Cette histoire ne s'était pas passée comme ça. Il y a eu des massacres des deux côtés. Bien entendu que ça a commencé par les Hutus qui avaient perdu le pouvoir, mais pendant ce même massacre, et pendant ce temps, quand ils ont pris le pouvoir, dès juillet 1994, et là a commencé aussi le massacre des Hutus. Et là, on n'en parle pas. On mélange la mémoire qui est là, les mémorials et tout, c'est seulement des Tutsis et quelques métissés ou Tutsis ou autres choses. Donc, il y a une guerre de mémoire qui est toujours là. Donc, cette histoire-là n'est pas encore terminée. Et puisque, bon, les hommes forts au pouvoir aujourd'hui, c'est les Tutsis, et la majorité est d'abord dans le pays, c'était les Hutus, et d'autres sont dans les pays voisins, à l'étranger et partout. Donc, cette histoire-là n'est pas encore terminée. Et même la France, bien sûr, qui vient de reconnaître, qui va ouvrir les archives de cette affaire, mais la France, quelque part, a une responsabilité historique énorme. Et donc, vous avez par exemple pu voir aujourd'hui, à la commémoration des 25e anniversaire de ce génocide, bon, tous les pays sont venus d'Afrique, du monde entier, tous les présidents, sauf la France, ont envoyé son député. Donc, vous voyez, c'est quand même une humiliation, pas une humiliation, c'est quand même quelque chose qui est un peu anormal. Donc, il y a quelque chose qui se reproche. Bon, ben, la majorité, oui, la France, la Belgique, c'était les Tutsis. La France, avec sa France-Afrique, c'est les Hutus. Et les Hutus sont majoritairement aujourd'hui à l'étranger et réfugiés partout. Donc, on ne sait pas, comme l'histoire se répète, on ne sait pas si ça va se répéter. Et donc, il faut voir prendre cette situation avec un peu de philosophie. Mais, gardez toujours en mémoire qu'il s'est passé un drame et que dans ce drame, la France a été impliquée, puisque la France a couvert les génocidaires déjà Hutus. Et même les Nations Unies, ils avaient déjà dit qu'il y avait déjà un génocide. Ça a commencé le 7 avril 1994. Je pense que dès juillet 1994, les Nations Unies avaient déjà reconnu qu'il y a un génocide. Et donc, mais par la suite, bon, ben, les Rwandais qui cherchent à, à oublier ça, pas oublier. On peut pas oublier, on peut pardonner, pas oublier. Et donc cette affaire-là est toujours là. Mais conséquence, c'est qu'il faut dire qu'après, bon, les relations entre la France
et le Rwanda sont restés depuis 20 ans, 25 ans déjà, tumultueuses et froides. Je parle des relations diplomatiques, économiques et même culturelles, puisque le Rwanda, avant tout pays francophone de la France-Afrique, est devenu un pays anglophone. Et donc, il y a une génération aujourd'hui de plus de 60% de la population euh, rwandaise qui n'a pas connu euh, ce génocide. Cette génération née après 1994, elle ne parle plus qu'anglais. Même si les anciens peuvent parler encore français, mais c'est un pays qui a été transformé en zone francophone ou en anglophone, où il y a eu d'ailleurs un dynamisme économique. Mais le problème, c'est l'éducateur qui est là, parce que pour la minorité Tutsi, Paul Kagame reste le sauveur. Et donc, ils se sont armés, ils se sont pris tous les moyens et pour se protéger parce qu'au cas où. Mais c'est une tension, malgré le dynamisme économique, qui est en partie lié avec l'exploitation des minéraux, des terres rares de la République démocratique du Congo de manière un peu douteuse. Donc, il continue, c'est l'histoire. On peut pas, on ne peut qu'écrire, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut que l'écrire. On ne peut pas, comme on appelle, classifier l'histoire, mais elle est déjà là. Mais je ne sais pas, cette histoire de Rwanda n'est pas encore terminée. Parce que les Tutsis n'ont pas seulement de problèmes entre eux, avec les Hutus, mais il y a aussi le problème avec son grand voisin, la République démocratique du Congo, et qui, malgré l'apparence, qui a été affaiblie pendant cette période-là, qui a eu un certain Joseph Kabila, et qui a occupé la République démocratique du Congo avec l'occupation Tutsi Power, et qui aujourd'hui cherche à s'affranchir de cette occupation. Donc la République démocratique du Congo pourra revenir une grande puissance par la suite, puisque c'est elle qui est le premier rang mondial des minéraux des terres rares et qui ont été exploités pour le développement du Rwanda. Et n'oublions pas que la plupart des Hutus, la majorité, est réfugiée en République démocratique du Congo. Et qu'aujourd'hui, après la nomination de Félix Tshisekedi, qui cherche à s'affranchir des griffes des Tutsis, donc on ne sait pas cette situation historiquement ou dans l'avenir comment va se passer. Parce que la zone est en tension. Et n'oublions pas que l'histoire se répète. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette histoire-là entre d'abord les Hutus et les Tutsis. N'oublions pas que les Tutsis qui sont au pouvoir ont des embrouilles avec la République démocratique du Congo et donc toute la sous-région. Donc il faut faire attention. Donc la responsabilité de la France, elle est là. Et donc elle a porté ce chaos-là et qui est là, et ces tensions sont toujours d'actualité. Maintenant, allons du côté de la République du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, 4 ans après le Rwanda, la France avait répété la même chose quoi, au Congo-Brazzaville, donc un génocide. On parle, officiellement, on parle de plus de 400 000 à 500 000 morts. Mais en réalité, on avoisine de 1 million de victimes au Congo-Brazzaville. Tout commence d'abord par un coup d'État France-Afrique structuré, organisé et coordonné par la France avec une coalition. Vous voyez, la France a été, à la Seconde Guerre mondiale, la France a été attaquée par un seul pays, l'Allemagne. Mais là, nous, c'était une coalition de pays, dont les Rwandais, plus les Tchadiens, les Gabonais, les Angolais. Donc, ils ont fait une coalition France-Afrique. Ils s'étaient venus attaquer la démocratie naissante au Congo-Brazzaville en 1997. Et donc là, bon, ben, après, la suite, on la connaît. Donc, c'est en 98 et 99, il y a eu des génocides. L'opération qu'on appelle les opérations Mouebara. Donc, on a commencé déjà dans le Poul, puis dans les Grands Nyari. Donc, on parle de 400 à 500 000 morts. Et n'oublions pas les disparus du beach. Quand on parle de 350, en réalité, on parle de 9000 disparus. Et ceux qui étaient réfugiés en République démocratique du Congo, de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, c'est-à-dire la rive gauche, et avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il avait signé un accord pour les faire venir et ils sont arrivés, ils ont été massacrés. Et comme ce fut le cas de Rwanda aussi, quand les Tutsis avaient pris le pouvoir, comme les Hutus avaient fui dans la forêt,
ils avaient faim, donc on les venait venir pour chercher à manger et on les massacrait. Donc la responsabilité, on dit qu'au Rwanda, il y a eu des massacres des deux côtés. Mais du côté du pouvoir en place, il y a eu que les Hutus qui ont massacré les Tutsis. Mais ils oublient aussi qu'ils avaient massacré aussi euh, les, les, les Hutus. Et n'oublions pas, il y a les métis même, Hutus, Tutsis, ils ne sont pas aussi comptabilisés dans ça, il y a des embrouilles et autres, beaucoup de choses. Et donc nous au Congo-Brazzaville, en 1998-99, et donc il y a eu d'abord ces génocides-là, et puis les disparitions du Bichi. N'oublions qu'il n'y a jamais 203. Et en 2016, le génocide du Polo qui s'est passé en 2016, que tout le monde a fait la chronique. Et malgré tous ces massacres, tous ces crimes contre l'humanité, aucune résolution au niveau des Nations Unies. Et pourquoi? Parce que, bon, ben, on parle des droits de veto de la France. Et celui qui la France a ramené là-bas, c'est Sassou Nguesso. Et donc là, depuis 1998 à nos jours, il n'y a pas de résolution aux Nations Unies sur ces crimes contre l'humanité. Bien sûr qu'on a fait une justice un peu arrangeante dans les clans, mais comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, donc ça reviendra certainement sur la France. Donc le petit pays comme le Rwanda fait maintenant peur à la France sur cette histoire. Mais combien de fois Sassou Nguesso parti, le grand Congo Brazzaville, mais la France a beaucoup des embrouilles à venir avec le Congo Brazzaville. Comme je l'ai dit toujours que les relations entre la France et le Congo après Sassou Nguesso risquent d'être soit tumultueuses ou froides. En tenant compte déjà ce problème de génocide. Et que beaucoup de ces familles de victimes, ils sont partout ici en France, en Occident, partout dans le monde. Ils attendent leur temps au moment venu. Mesdames et messieurs, donc la France a couvert Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. Et demain, nous pourrons avoir des situations très très difficiles avec la France. Certains pensent même qu'il faut faire comme le Rwanda, quitter la France-Afrique ou la francophonie, parler anglais. Donc ils étudient les méthodes même rwandaises. Et donc beaucoup de choses se passent et surtout les risques, c'est pour le dictateur Sassou Nguesso lors des procès Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salsa et même tout ce qui était passé dans les procès staliniens après le hold-up électoral qui s'était passé. Même le régime Sassou Nguesso, entre eux-mêmes, ils s'inquiétaient déjà de leur tribu. L'avenir d'Emboshi. Ben oui, Sassou n'est pas naïf, il sait que les Africains sont méchants et qu'il y a les haines, il y a les rancunes, il y a des règlements de comptes et des contentieux historiques en dormance au Congo-Brazzaville. Et donc, nous, on le sait, Sassou le sait, l'histoire peut se répéter. Et donc, nous éveillons la conscience des uns des autres, ne prenez pas ça de manière naïve. Il faut avoir le fait et son du détail et surtout avoir la raison au-dessus des émotions. Et donc, l'histoire peut se répéter. Parce que quand on voit même par les écrits, les réflexions, les officines et autres, d'autres disent non, mais Sassou Nguesso, son clan n'aura jamais de tombe au Congo-Brazzaville. Ça, c'est déjà, on l'annonce déjà. Et d'autres disent que bon, les tombes de ces gens seront dynamités et que la région de Sassou, de tous ces gens seront occupés. Et donc, il y a beaucoup de solutions. Les gens cherchent parce que Sassou n'a pas eu le monopole de faire ça. Il s'agit bien sûr d'une humiliation d'autres tribus. Les autres attendent qu'il n'y a pas d'humiliation de manière historique. Et disent non, ah tiens, lui, il avait le monopole de milliers d'autres tribus. Vous voyez, en Afrique, déjà 2 tribus, Hutu et Tutsi, depuis la colonisation, passant par la période post-indépendance, ils sont toujours en conflit. Mais combien de fois une seule tribu qui est venue humilier toutes les autres tribus du Congo et qui s'assout partie, la France-Afrique n'a que ses intérêts et la France n'a que ses intérêts. Et oui, donc, oui, tout aura changé. Donc, ils savent bien qu'ils sont en danger. Et d'autres vont même plus loin sur les bioterroristes et les... Oui, beaucoup de trucs qui vont être là pour que montrent que bon, ben, vous n'avez pas fait aux autres comme ça, qu'on va rester comme ça. Donc vous imaginez donc la France doit prendre ses responsabilités d'anticiper les crises majeures à venir. Nous avions cherché cette période-là en 2016 avec l'élection du président Jean-Marie Michel Mokogo. La France a dit non. Et est venue conspirer et il continue à dire Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, en effet, vous savez que le modèle France-Afrique
était basé déjà par, c'est-à-dire par le rôle ou cette mission qui lui a été léguée pendant la fête de la Seconde Guerre mondiale, que la France était les gendarmes de l'Afrique. Il a fait beaucoup de coups bas en Afrique. Et depuis la fin de la Seconde Guerre du mur de Berlin, à nos jours, la France n'est plus le gendarme de l'Afrique, puisqu'il y a eu émergence d'autres puissances économiques. Et même la France est contestée en Europe, d'où par exemple l'Italie qui dit que la France doit se décoloniser de l'Afrique. Et donc, il devient un problème pour la France, devient le problème de l'immigration. N'oublions qu'il y a ces crimes, ce passé qui attend la France. Et donc, la France a ces problèmes-là à régler. Et donc, la France-Afrique, c'est d'abord la France comme gendarme de l'Afrique, en tenant compte, en protégeant tout simplement ses intérêts derrière ce gendarme de l'Afrique. On parle du franc CFA, des bases militaires, l'exploitation de manière abusive des ressources naturelles, notamment des matières fissiles pour le nucléaire. N'oublions pas le pétrole, et les compagnies. Donc, il y a eu tout ça, il a fait son temps. Or, ce modèle de la France-Afrique est dans l'impasse, parce qu'il est fini. Il subsiste pour l'instant grâce au maintien par la force et par des hold-up électoraux sans fin de ces derniers sous-traitants négligés, sous-préfets et pour combien de temps encore. Il est certain que la France et sa France-Afrique vont certainement perdre beaucoup en Afrique francophone. Et pourquoi? Parce que déjà quand il y avait Mitterrand, la France était la quatrième puissance économique mondiale. Maintenant, aujourd'hui, bon, elle est la septième, malgré ce rôle-là qui certes de s'effriter parce que la montée de la Chine, de l'Inde, de la Russie qui reprend ses forces, les États-Unis, même la concurrence entre pays au niveau de l'Union européenne. L'Angleterre va certainement peut-être sortir dès qu'il aura sorti de l'Europe, avec les accords qu'il va signer, il va peut-être se renforcer en Afrique, aller occuper ces pays, là qui sont aux mains de la France, parce que là-bas on dit que les mentalités anglo-saxonnes ne sont pas comme les mentalités francophones, parce que là-bas il y a les alternances politiques sans monnaie courante, il y a les dynamismes économiques, et on laisse, là on ne vient pas s'ingérer ou même oui, sur les affaires déjà politiques pour les hold-up électoraux. Donc beaucoup de gens regardent maintenant l'Angleterre. Donc c'est des bouleversements majeurs qui sont déjà au niveau mondial, mais au niveau déjà européen. Donc l'Angleterre pourra bénéficier de beaucoup de choses à la sortie de ces accords qui aura fait avec l'Union européenne. Mais même pour les Français, ils ne savent même pas les gilets jaunes, même les élections européennes, quand on parle, on gabe sur l'immigration. Beaucoup d'Africains s'en manquent. Parce que prenez déjà le cas du franc CFA. 400 à 1000 milliards de dollars de magots qui rentrent dans les comptes publics français. On parle de 30 à 40% de l'argent frais chaque année des comptes publics français. Et si on enlève seulement la moitié de ça, la France est en faillite. Et la France va se retrouver, il n'y a pas de problème de gilets jaunes. Donc les gilets jaunes sont en train d'anticiper les choses parce que beaucoup d'Africains pensent même qu'il faut qu'il y ait l'extrême droite qui arrive en France. Même si d'autres disent non, il ne faut pas laisser d'autres en France, même si en Angleterre, dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'ils n'ont pas ces poids lourds avec l'Afrique. Mais la France, avec l'extrême droite, ça va certainement être les détonateurs des conflits, des tensions et autres, pour que ça puisse activer la sortie de l'état de crise France-Afrique, pour que les gens se barrent de cette France-là. Parce que au moment qu'ils vont faire sur les immigrants et autres, bon, il y a les pays d'Arabes qui la France a colonisé, les pays d'Afrique francophone, et tous ces magots de France CFA vont être certainement les détonateurs de la sortie de la France-Afrique. Donc, la montée des extrêmes droites ici en Occident, et notamment en France, est une bonne chance pour demain pour l'Afrique francophone, et notamment l'Afrique centrale, parce que ça pourra être les détonateurs des sorties. Au moment qu'il y aura des tensions entre la France et ces ex-colonies de la France, donc, et l'Afrique francophone, nous, là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas de rang mondial à défendre, ils n'ont que leur liberté et dignité à défendre, et qu'il y ait au moins les alternances politiques là-bas, que la France ne vienne pas faire comme l'a toujours fait avec arrogance,
Orgueil et rébellion, d'ailleurs, ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, hold-up électoral, président élu 130 emprisonné. Au Gabon, hold-up électoral, président élu 130, il est là comme surveillé. Et au Cameroun, hold-up électoral, président élu emprisonné. Et n'oublions pas, au Tchad, hold-up, et avec les tensions où les rebelles cherchent à faire partie du débit, et la France vient intervenir. Donc il devient un peu comme le pompier pyromane. Vous voyez qu'en Centrafrique, les tensions sont là parce que la Centrafrique est allée se protéger avec les Russes militairement, et donc ça dérange la France, donc ces tensions sont toujours là, mais il reste de toute la terre. La RDC est en train de chercher à s'affranchir du joug de Tutsi Power, c'est-à-dire les Rwandais qui occupaient la RDC. Et donc, ils cherchent à s'affranchir petit à petit, mais il y aura des bouleversements majeurs là. Donc, je appelle ici à la France de prendre ses responsabilités comme la vie à bicyclette et d'anticiper ça parce que nous lançons les messages et qui sont déjà là que ce qui s'est passé au Rwanda, et ça va être encore très très difficile pour la France en termes d'image, de mauvaise réputation, parce qu'on a vu là au Rwanda, où est la France? Où est la France? La France qui se dit que l'Afrique francophone, mais il y a la France. Bien entendu que le Rwanda est devenu un pays anglophone, mais il a son passé, il devait aller au même ministre, autre, rien du tout. Donc ils sont là en train de se cacher. Mais le Congo-Brazzaville, c'est une bombe à retardement pour la France. Donc, 2 tiers de la population congolaise qui a subi ce génocide-là et qui est là, toujours là, le monsieur est là, ils attendent. Donc, vous imaginez les conséquences à venir. Mesdames, Messieurs, donc la France doit prendre ses responsabilités. Les responsabilités de la France peuvent être dans les mesures compensatoires. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques, euh, géopolitiques, géostratégiques ou des intérêts vitaux de la France va certainement être confrontée aux victimes des Sassou, qui seront ministres, directeurs, PDG, président de la République et autres. Derrière ces titres ou ces postes ou ces fonctions, c'est quand toujours les relations sociales. Donc il y a une psychanalyse. Donc les gens subissent ces problèmes, on ne sait pas dans leur tête ce qu'ils pensent dans leur tête. Et donc par rapport à la haine, les rancunes qu'ils ont envers la France. Il ne faut pas que la France se fait son jeu qu'avec la diaspora congolaise de France. Elle ne pèse plus. Celle qui pèse, c'est la diaspora congolaise d'Amérique du Nord et celle qu'ils ont répartie un peu dans le monde, même en Europe. Mais la diaspora congolaise de France ne pèse plus parce qu'elle devient aussi en partie le problème. Et donc, nous devons avancer dans le sens de dire non, cette fois-ci, c'est terminé. On ne va plus maintenir ces gens-là comme ça. On peut trouver des stratégies de sortie de l'état de crise de cette France-Afrique, mais en gagnant-gagnant. Dans les trucs, c'est un monde qui, qui, a, qui va changer, qui est en cours déjà des bouleversements majeurs. Vous voyez déjà l'arrivée d'Internet, des médias, réseaux sociaux, les gens sont plus informés de ces situations. Je dis que déjà, cette histoire des génocides de 98-99 au Congo, qui n'est pas encore réglée, et que la France fait avec son droit de veto, et demain, quand il y aura des situations qu'il faudra réformer les droits de veto, et demain, pour introduire d'autres pays, pour les droits de veto, s'il y a des votes, il y aura beaucoup de gens qui vont pas dire non, on ne garde plus que la France avec ses droits de veto du Conseil permanent. On pourra faire beaucoup de choses. Donc, la France risque beaucoup. Et donc, il doit gouverner sans anticiper. Anticiper, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, les hold-up et électoraux, libérer ces présidents, qu'on fait les transitions et qu'on cherche les voies ensemble et que la France soit là, présente, en train de chercher ça. Mais si elle ne fait pas, avec ce qui s'est passé déjà en Algérie, aujourd'hui au Mali, au Congo, toute la zone d'Afrique centrale est une bombe à retardement et qu'il là, il y aura un détonateur quelque part. Mais la France pourra perdre gros. Et donc, revenons sur les cas de Rwanda. Donc, vous avez, par exemple, pu voir que tous ces crimes-là ont été perpétués avec la complicité de la France parce que la complicité était pourquoi? Parce que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait donné un rôle à la France d'être le gendarme de l'Afrique. Et donc, il avait fait ses coups là partout. Avec ces gendarmes-là, il a su aussi subtiliser pour ses intérêts vitaux. Et donc, il n'a pas su décoloniser déjà progressivement comme l'a fait l'Angleterre. Et donc, la France se retrouve devant les faits accomplis. Parce que ce n'est pas le problème ni des matières fissiles, que ce soit l'uranium ou le pétrole, mais c'est surtout le magot du franc CFA qui inquiète la France. Parce que si ça
cogne là-bas, c'est fini, la France est foutue. Donc, beaucoup de gilets jaunes vont être dans la rue. La France partout aura dans la rue. Parce qu'il va se trouver avec les agents d'annotation, les forces, où on a trouvé 40% de budget d'un seul coup. Donc, nous donnons des leçons de stratégie à la force. Commençons déjà maintenant. Parce que ces passifs qui sont historiques au cœur de la psychanalyse, oui, que les gens subissent, les gens humiliés, familles brisées, on a brisé tous les tissus sociaux, économiques, culturels, même humanitaires, tout compagnie dans ce pays. Par Sassou Nguesso qui est toujours là, qui fait qu'à sa tête, parce qu'il sait qu'il est conseillé, et par la France-Afrique, et qui est aujourd'hui agonisante aussi en mort clinique, parce que la France est aujourd'hui 7e puissance économique mondiale, non? Même s'il peut se retrouver avec les trucs de Brexit, mais après, bon, il va reculer, il va à reculer parce que le monde a changé et tout a changé. Donc la France doit prendre ses responsabilités au lieu de faire ces jeux-là. Donc il y a une situation entre la France et le Congo qui risque d'être tumultueuse et froide pendant des années, c'est-à-dire après la chute de Denis Sassou Nguesso, et qui ne tient plus qu'à cause de la France. Et donc, la France fait monter ces tensions et qui risque de l'emporter aussi au Congo Brazzaville, comme ce fut le cas du Rwanda en 1994 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.